Au cœur de l'été 2012, dans les profondeurs sauvages des Appalaches, un téléphone portable couvert de boue fut la seule trace laissée par Jamie Keller et Lori Mortensen après leur disparition. À l'intérieur, un enregistrement audio glaçant révélait les détails macabres de leur calvaire, ainsi qu'une unique et dernière photo de Jamie, endormi dans leur tente, quelques instants avant que l'horreur ne se déchaîne. Voici leur histoire, telle que rapportée par l'inspecteur Boyd Robinson, chargé de l'enquête, bien que le département de police de Roanoke en Virginie ait toujours refusé de diffuser l'enregistrement par respect pour les familles. Cours, Jamie, cours, furent les derniers mots que j'entendis avant de sombrer dans l'inconscience et de me réveiller le visage contre le sol, plongé dans une obscurité glaciale. La seule lumière provenait des étoiles qui brillaient intensément dans le ciel. Je pouvais voir mon souffle chaud s'élever dans l'air froid de la montagne à chaque expiration. Je me souviens avoir pensé à quel point les étoiles étaient magnifiques ici, comparées à la grande ville polluée où je vis. Mais la réalité ne tarda pas à me frapper, me rappelant que je courais pour ma vie avant de m'évanouir. Je me suis immédiatement redressé et j'ai commencé à chercher mon amie du regard, persuadé à cet instant qu'elle devait être juste derrière moi avant que je ne trébuche, ma tête heurtant une bûche morte, ce qui m'a assommé net. En portant la main à mon visage, je sentis le sang séché et encrouté qui avait coulé de la balafre sur mon front. Je m'appuyai sur la bûche à côté de moi et tentai de me relever sans bruit, mais à peine debout, une nausée violente me saisit et je me rassis aussitôt. Assise là, essayant de décider de la marche à suivre, je me demandais où était mon amie Lori, et si elle était encore en vie. Je décidai qu'il valait mieux attendre le matin à cet endroit pour ne pas me perdre ou pire, être retrouvé. J'ai pensé à appeler Lori, mais j'ai vite abandonné l'idée. La dernière chose que je voulais, c'était que l'homme au pot me trouve. Je me suis rallongé entre les troncs d'arbres abattus et j'ai de nouveau contemplé les étoiles. Les événements des derniers jours commencèrent à défiler dans ma tête. Tout a commencé lorsque ma meilleure amie Lori et moi avons voulu nous éloigner de la ville pour quelques jours de camping. Comme nous n'en faisons pas souvent, nous avons demandé des recommandations à des amis. Ils nous ont conseillé un endroit assez reculé dans les montagnes pour que nous puissions éviter les autres campeurs, le but étant de s'isoler de tout. Alors que nous roulions depuis plusieurs heures sur le vieux chemin de terre qui menait à un petit lac, il était évident que peu de voitures l'empruntaient. Cela nous a rendues nerveuses toutes les deux, mais pour une raison inconnue, nous avons continué à rouler sur cette vieille route cahoteuse jusqu'à atteindre le petit lac. Nous avons mis cela sur le compte de notre nervosité excessive. Nous sommes arrivés au lac dans l'après-midi, alors qu'il faisait encore jour, ce qui nous a un peu rassurés, mais la réalité nous a frappés, nous étions les seuls sur place. Pendant que nous installions le campement, je pouvais entendre la nervosité dans la voix de Lori me demandant si je ne préférais pas que nous retournions sur le chemin de terre pour trouver un endroit où nous avions vu d'autres campeurs. Allongé là, dans l'obscurité entre les bûches, j'ai frappé le sol dur et froid de mon poing et je me suis maudite de ne pas lui avoir dit oui et de ne pas avoir déplacé notre campement ce jour-là. Une pensée terrible m'envahit, je pourrais ne plus jamais revoir ma meilleure amie. Ou pire, je pourrais ne pas m'en sortir vivante. J'ai dû finir par m'endormir, car la chose suivante dont je me souviens, c'est la chaleur du soleil frappant mon visage à travers les deux grosses bûches entre lesquelles j'étais allongé. Avant de me redresser, j'ai essayé de scruter les environs pour m'assurer que c'était sûr, mais la forêt était trop dense en pins pour voir à plus de 3 mètres. En me relevant lentement, j'ai pris soin de balayer mes alentours du regard. J'ai alors remarqué que la forêt était d'un silence de mort. Un silence si total qu'il en était presque assourdissant. Je pouvais sentir les vibrations de la terre et les battements de mon cœur. J'ai tendu la main vers la bûche la plus proche et je me suis lentement mise debout. Heureusement, cette fois, je n'ai pas eu la nausée. Ma tête était très douloureuse et je sentais le sang séché qui couvrait mon visage. Je me suis dit que je devais ressembler à un animal écrasé. Debout, je fis un tour complet sur moi-même, cherchant Lori, mais il n'y avait que des pins partout et des troncs morts recouvrant le sol. Je suis resté là plusieurs minutes, essayant de décider quelle direction prendre, car je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, ni du chemin pour retourner au lac où se trouvait notre camp. Je ne voulais certainement pas prendre la mauvaise direction, celle qui me ramènerait à l'homme au pot. J'ai finalement décidé de prendre le chemin le moins difficile, étant donné la douleur que je ressentais encore après tout ce qui nous était arrivé ces derniers jours.
J'ai avancé lentement à travers la forêt, en essayant d'être aussi silencieuse que possible, de peur que l'homme au pot ne me retrouve. En titubant, mon esprit est revenu à notre première rencontre avec lui. La première nuit au camp, alors que nous étions allongés dans la tente, à discuter et à rire de diverses choses, il y eut une pause dans notre conversation. Et juste à ce moment-là, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur de la tente. Au début, nous avons pensé que c'était peut-être un animal, mais à mesure qu'il se rapprochait, il n'y avait plus de doute, quoi que ce soit, c'était bipède, pas quadrupède. C'était très certainement une personne qui marchait. Nous nous sommes immédiatement figés de peur et avons cessé de parler. Quand la personne est arrivée à quelques mètres de notre tente, elle s'est arrêtée brusquement. La seule chose que nous pouvions entendre était le son de sa respiration. C'était une respiration lourde et rauque, comme celle de quelqu'un qui aurait fumé des cigarettes pendant 40 ans. Laurie et moi nous sommes serrés l'une contre l'autre, tremblants de peur, attendant la suite. Les minutes passèrent tandis que la personne restait là, immobile, ne faisant que respirer. Après ce qui a semblé être des heures, la personne s'est soudainement et sans prévenir retournée et s'est éloignée dans les bois. Nous sommes restés là, tremblants de peur, pour le reste de la nuit. Aucune de nous n'a fermé l'œil. Nous nous sommes chuchotés que nous allions faire nos bagages et partir dès les premières lueurs du jour. Quand le matin est arrivé, quel spectacle joyeux de voir le soleil briller sur l'extérieur de notre tente. Laurie a ouvert la fermeture éclair de la tente et a été la première à sortir. Juste au moment où son pied touchait le sol, un bras sombre et poilu l'a saisie par le cou et l'a littéralement projetée hors de la tente. Elle a été projetée à plusieurs mètres, heurtant le sol assez fort pour presque l'assommer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'homme au pot, face à face. Il se tenait là, à quelques mètres, me regardant avec une expression vide sur le visage. Il a tendu la main dans la tente et a essayé de m'attraper. J'ai donné des coups de pied et de poing pour le repousser, mais il était trop fort. Il a facilement attrapé mon cou et m'a jeté hors de la tente. J'ai heurté le sol avec un bruit sourd, tout comme Laurie. Il est ensuite allé vers Laurie et l'a frappé au visage, si fort qu'il l'a assommé. Je peux encore entendre le bruit sourd dans mon esprit quand il l'a frappé. L'homme au pot est ensuite venu vers moi et a commencé à m'attacher les pieds et les mains dans le dos. C'était si serré que ça a coupé ma circulation sanguine presque immédiatement. L'homme au pot a ensuite soulevé le corps inerte de Laurie comme un ours soulèverait sa proie et l'a emporté dans les bois. J'ai fait de mon mieux pour me libérer des cordes, mais elles étaient si serrées que je ne pouvais pas bouger les nœuds d'un centimètre. La seule chose que je pouvais faire était de rester là, priant pour que, d'une manière ou d'une autre, je me libère ou que quelqu'un passe sur cette route de terre caouteux. Personne n'est venu. 1 heure s'est écoulée avant que l'homme au pot ne sorte des arbres, me soulève comme il l'avait fait avec Laurie et commence à m'emporter dans la forêt. Il me portait la tête en bas et derrière lui, de sorte que je ne pouvais pas voir où nous allions, ni voir grand-chose d'autre que le sol. Après un certain temps, nous sommes finalement arrivés à une clairière et j'ai pu voir des choses sur le sol qui indiquaient que quelqu'un vivait là. L'homme au pot m'a laissé tomber par terre en tas, ce qui m'a fait un mal de chien. Je n'osais ni me redresser ni trop bouger, mais je pouvais voir une vieille cabane en face de moi. Tout à coup, j'ai entendu Laurie chuchoter mon nom derrière moi. Je suis resté allongé mais je lui ai répondu en lui demandant si elle allait bien, ce à quoi elle a répondu que oui, mais qu'elle avait mal. J'ai essayé de regarder autour de moi du mieux que je pouvais sans trop bouger. Je voulais voir où était l'homme au pot mais je ne voyais rien depuis ma position. Des heures passèrent avant que nous entendions enfin quelque chose derrière nous dans les bois, se rapprochant de plus en plus. Quand il est finalement arrivé à quelques mètres, il s'est brusquement arrêté et nous avons de nouveau entendu la respiration rauque, sachant que c'était l'homme au pot. Il est resté là quelques minutes avant de finalement entrer dans la cabane et de fermer la porte. De dos, je pouvais voir que ses vêtements étaient déchirés et sales et qu'il avait des cheveux hirsutes qui lui descendaient jusqu'aux épaules. Une chose que j'ai vraiment remarquée, c'est qu'il était pieds nus. Malgré la douleur que je ressentais, je trouvais encore étrange qu'il puisse être pieds nus dans les montagnes. Je devais être en état de choc, car la peur écrasante ne s'était pas encore vraiment installée. Je pensais à des moyens de m'échapper tout en continuant à essayer de desserrer les nœuds de mes mains, mais en vain. Ils étaient tout simplement trop serrés. Mes mains étaient complètement engourdies à ce stade, ce qui signifiait que je ne pouvais plus les bouger, ou très peu.
La nuit est finalement tombée et l'homme au pot n'est plus ressorti de la cabane ce jour-là. Cette nuit a été longue, allongé sur le sol froid et nu, le visage à moitié dans la terre. Je pouvais entendre Laurie chuchoter et pleurer doucement toute la nuit. Nous n'osions ni l'une ni l'autre parler, de peur de ce qui pourrait arriver si nous le faisions. Le matin est enfin arrivé et j'en étais reconnaissant, car j'avais cru que j'allais mourir d'hypothermie pendant la nuit. Je ne sais toujours pas comment je ne l'ai pas fait. Peu de temps après, l'homme au pot a ouvert la porte de sa cabane et est sorti. Je pouvais lever légèrement les yeux et voir son visage sale et crasseux nous fixer. Il s'est approché, a soulevé Laurie et l'a portée dans la cabane. Elle n'a même pas résisté alors qu'il l'emportait et fermait la porte derrière eux. Au moment de fermer la porte, il s'est retourné vers moi et m'a lancé un regard d'une méchanceté que je n'avais jamais vue auparavant. Tout à coup, j'ai entendu Laurie pousser un cri à glacer le sang. Les cris ont continué, encore et encore, ne semblant jamais s'arrêter, tandis que les larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais qu'imaginer les horreurs qu'elle devait subir. Ces cris se sont transformés en un gargouillement, puis, sans prévenir, ils se sont soudainement arrêtés. Et puis, le silence. À ce moment-là, je ne pouvais plus bouger du tout, ayant été attaché si longtemps et ayant perdu la sensation dans toutes mes extrémités depuis longtemps. J'ai commencé à me dire que je ne sortirais pas vivante de cette forêt. J'ai dû m'évanouir, Dieu sait à cause de quoi, la douleur, le manque d'eau ou le manque de circulation, mais je me suis réveillé avec une Laurie ensanglantée debout au-dessus de moi. Du sang coulait d'un moignon qui était autrefois son bras droit. Son visage était sans expression, presque comme celui d'un zombie. Elle a tendu sa main gauche vers mes mains et a commencé à défaire la corde. Cela lui a pris un certain temps, étant donné qu'elle était en état de choc profond et qu'elle est droitière. Et maintenant, elle n'avait plus de main droite. Après avoir libéré mes mains, elle a commencé à délier mes pieds. Pendant qu'elle faisait cela, j'ai essayé de bouger mes mains pour que le sang circule à nouveau, car elles étaient complètement engourdies à ce stade. Nous sommes restés assises là quelques minutes pendant que Laurie travaillait sur mes pieds et que j'essayais de faire refluer le sang dans mes mains. La panique m'a soudainement saisi car je n'avais pas pensé à l'homme au pot et où il se trouvait en ce moment. Alors que je commençais lentement à retrouver un peu de sensation dans mes mains, j'ai tendu la main pour aider Laurie avec le nœud et après une minute ou deux, nous avons finalement libéré mes jambes. Maintenant, il fallait que je retrouve la sensation dans mes pieds avant même de pouvoir penser à me lever, et encore moins affiche le camp d'ici. Je me suis assise là, massant mes jambes, essayant de pousser le sang vers mes pieds aussi vite que possible. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement senti le sang recommencer à couler. J'ai lentement essayé de me lever, mais j'ai eu besoin de l'aide d'un arbre à côté de moi. Laurie restait assise là, sans dire un mot, et moi non plus. J'ai pensé qu'il valait mieux que nous restions toutes les deux silencieux. Je ne pouvais qu'imaginer que son silence était dû au choc. Une fois que la sensation dans mes pieds est revenue suffisamment, j'ai décidé que nous devions partir d'ici pendant que nous en avions encore l'occasion. J'ai tendu la main, j'ai attrapé le bras gauche de Laurie et je lui ai chuchoté de se lever. Il a fallu la persuader, mais elle s'est finalement levée et nous avons commencé à nous éloigner de la cabane aussi vite que nous le pouvions, ce qui n'était pas très rapide. Nous n'avions pas marché très loin lorsque nous sommes arrivés dans une clairière entourée d'un cercle de pins. En entrant dans la clairière, j'ai failli pousser un cri qui aurait fait trembler la forêt, mais je l'ai retenu. Au milieu de la clairière se trouvait un tas de corps humains, tous sans leur peau. Ils étaient éparpillés partout, mais ce qui était plus horrible encore, c'est que les peaux des corps étaient suspendues et tendues pour être séchées, un peu comme un trappeur tendrait la fourrure d'un castor. Alors que je restais là, horrifié, j'ai entendu quelque chose faire du bruit près de la cabane et j'ai su instantanément que l'homme au pot était revenu. J'ai attrapé le bras gauche de Laurie, et lui ai chuchoté que nous devions partir d'ici rapidement. Nous sommes donc partis aussi vite que possible. En marchant, nous marchions sur les feuilles sèches qui couvraient le sol de la forêt. On aurait dit que nous marchions sur des chips et je savais que l'homme au pot nous entendrait certainement. Notre seule chance était d'essayer de le distancer, mais cela allait être extrêmement difficile compte tenu de notre état actuel et du fait que Laurie était toujours en état de choc profond. Étant infirmière, je me demandais pourquoi elle ne s'était pas encore vidée de son sang, mais la seule explication était que l'homme au pot avait dû cautériser son moignon après lui avoir coupé le bras. Peu de temps après cette pensée,
j'ai entendu le craquement des feuilles. L'homme au pot s'approchait de nous par derrière et à un rythme rapide. Je me suis tourné vers Laurie et j'ai dit « Laurie, il faut se dépêcher, il arrive ». Mon bras enroulé autour d'elle, j'ai essayé d'avancer aussi vite que possible avec nous deux, mais peu importe à quelle vitesse j'essayais d'aller, Laurie ne pouvait pas. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Laurie s'est tournée vers moi et a dit « Vas-y, Jamie, vas-y, pars d'ici ». Je suis resté là, à réfléchir à quoi faire, et en une fraction de seconde, j'ai su que nous mourrions toutes les deux si je ne courais pas. Alors, le cœur brisé, j'ai laissé ma meilleure amie assise là et j'ai foncé dans la forêt dense aussi vite que je le pouvais. En courant, j'entendais Laurie crier derrière moi « Cours, Jamie, cours !» Encore et encore. C'est alors que j'ai trébuché, m'assommant sur le tronc d'arbre tombé. Ces pensées se rejouaient en boucle dans mon esprit alors que je titubais à travers la forêt épaisse, ne sachant pas exactement où j'étais ni où j'allais. J'ai fait de mon mieux pour être aussi silencieuse que possible, mais les feuilles faisaient toujours autant de bruit. Pas aussi fort que la veille cependant, car la rosée du matin les avait un peu humidifiées. Cela rendait la marche un peu plus silencieuse, mais je savais qu'avec la chaleur de la journée, les feuilles redeviendraient craquantes. Je devais atteindre la route de terre avant que l'homme au pot ne me retrouve. J'ai titubé à travers la forêt pendant des heures avant d'arriver finalement à une petite clairière. En y entrant, j'ai levé les yeux et j'ai pu voir que j'étais au pied de falaises. J'ai regardé de chaque côté et les falaises semblaient s'étendre à l'infini. À ce moment-là, j'ai perdu tout espoir. J'étais épuisé, affamé et assoiffé, mais pire encore, je savais que j'étais perdu. Frustré, je me suis allongé dans la clairière, la chaleur du soleil brillant sur mon visage, et je me suis rapidement endormi. Quand je me suis réveillé, le soleil avait passé les montagnes et le soir approchait. Je me suis redressé et j'ai essayé d'avaler, mais ma gorge me faisait un mal de chien car je n'avais pas bu d'eau depuis un bon moment. Étant infirmière, je savais que je devais trouver de l'eau rapidement, sinon je ne tiendrais pas longtemps. La meilleure idée que j'ai eue a été de descendre la montagne en écoutant le bruit d'un ruisseau ou d'une rivière, n'importe quel type d'eau courante. Cette idée venait du fait que j'étais trop épuisé pour monter, donc mon seul choix était de descendre. Je me suis levé de la bûche et j'ai cherché la direction qui semblait descendre, puis je suis parti en titubant lentement. Après quelques centaines de mètres, j'ai pu voir que j'avais au moins fait le bon choix de direction car la montagne descendait en pente. En avançant, j'ai essayé d'écouter attentivement le son de l'eau qui coule, mais tout ce que j'entendais était un silence de mort. J'avais envie d'abandonner, mais je savais que si je ne trouvais pas d'eau très bientôt, je deviendrais trop délirante pour bouger, ou je pourrais mourir de déshydratation. Je n'ai jamais été du genre à abandonner, alors j'ai continué. 1 heure s'est écoulée avant que je n'entende le faible bruit de quelque chose qui courait dans la forêt à ma gauche. La panique m'a saisi alors que je regardais, mais à mon soulagement, j'ai vu l'arrière-train d'un cerf qui s'enfuyait. En tournant la tête pour recommencer à marcher, j'ai remarqué quelque chose entre les arbres. Quelque chose de brillant. Serait-ce possible, pensais-je, et je me suis concentré plus intensément dessus, et en effet, cela ressemblait à de l'eau. Je me suis tourné et j'ai commencé à marcher dans cette direction. En me rapprochant, j'ai pu voir que c'était un petit étang. Je pouvais aussi voir qu'il n'avait pas l'air très propre, mais à ce stade, je m'en fichais. C'était boire ou mourir. En m'agenouillant pour boire, j'ai pensé que le cerf que j'avais vu devait venir ou partir de cet étang. Dieu merci pour le cerf, sinon je serais passé juste à côté. En buvant, je pouvais goûter le limon de l'étang, mais je pouvais aussi sentir mon corps me remercier de lui donner ce dont il avait tant besoin. J'ai bu et bu jusqu'à ce que mon estomac soit gonflé et plein d'eau. Je me suis ensuite allongé près de l'étang et je me suis de nouveau endormi. Pendant mon sommeil, j'ai fait les cauchemars les plus horribles à propos de l'homme au pot. J'ai rêvé que je le regardais écorcher Laurie vivante. Je pouvais voir la douleur sur le visage de Laurie et entendre ses cris à glacer le sang alors qu'il tranchait et pelait sa peau, et je ne pouvais rien faire. Tout à coup, j'ai été brutalement tiré de mon rêve. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'homme au pot debout au-dessus de moi. Avant que je ne puisse pousser un cri, il m'a frappé à la tête avec une grosse branche d'arbre, m'assommant. Je me suis réveillé plus tard, la tête lancinante, alors qu'on me transportait à travers la forêt.
Il m'a emmené dans une clairière et m'a jeté par terre. Il a attrapé mes mains et les a attachées à un arbre pendant que je criais et le suppliais de me laisser partir. Quand il a fini de m'attacher les mains et qu'il est parti, j'ai réalisé que j'étais dans la zone avec tous les corps humains écorchés et les peaux tendues. J'ai levé les yeux avec horreur en reconnaissant un tatouage sur l'une des peaux tendues. C'était celui de Lori. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier, sachant que j'étais la prochaine.